Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va s'attaquer encore à un problème du concours général. C'est le concours général 2021. Donc concours général, hein, c'est gros niveau, pour des élèves de terminale, ça dure 5 heures, c'est hyper difficile, on arrive à toucher à très peu de questions, même en 5 heures. Mais alors là, le concours général de 2021, ce qui est un peu frappant, c'est que contrairement à la plupart des sujets de ce concours exigeant, où franchement on lit le sujet, on a déjà vraiment mal à la tête rien qu'en lisant les premières lignes, on a déjà beaucoup de temps à comprendre, bah là on a l'impression qu'on est en présence d'un truc facile, parce que on voit une suite récurrente, on se dit mais attends, une suite récurrente là, de ce type-là, ça ressemble à des suites récurrentes qu'on voit en classe de terminal SP sans problème. Alors oui, il y a de l'exponentiel, mais bon, voilà, une suite récurrente. Alors ok, ouais, un mélange, alors ça reste une suite récurrente, mais j'allais dire un mélange d'explicite parce que, ok, c'est pas une suite de type UN plus 1 égale f de UN, parce qu'on voit qu'il y a quand même du n qui traîne ici, mais a priori, cette suite fait pas trop peur. Alors oui, il y a un petit paramètre, parce qu'on laisse le choix du premier terme, et on va le voir, hein, c'est ce premier terme qui va rendre cette suite intéressante, parce que selon la valeur qu'on donne à U0, bah, ça peut donner quand même des comportements assez étranges. Tout l'exercice est basé là-dessus, mais a priori, voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt facile. Mais on va le voir, les questions sont tournées d'une manière où on va avoir besoin de plein de raisonnements très fins, très subtils, contraposés, travailler sur les quantificateurs, voilà. Et puis bah, il y a quand même voilà, l'importance de ce x et la présence de ce x qui rend peut-être la suite un peu compliquée dans la mesure où voilà, on ne fixe pas une valeur dès le début. Ok. Et plus ça va aller dans le sujet, plus on va s'apercevoir que cette suite assez mystérieuse est quand même pleine de choses hyper intéressantes. On va pas aller au bout parce que sinon la vidéo va durer des heures, mais on va essayer quand même de faire quelques questions intéressantes. Alors, dans ce sujet, donc il y a cette suite, et puis en fait on parle quand même d'un ensemble de suites, hein, qu'ils appellent grand S. Et l'ensemble grand S, eh ben, c'est l'ensemble des suites qui peuvent s'écrire comme ça. Sous-entendu, en fait, bah, c'est la valeur de x qui va faire qu'on aura plein de suites différentes dans cet ensemble de suites. Voilà. Dans l'énoncé aussi, il y a quand même, et ça peut être sympa pour essayer de déjà bien le comprendre, de bien démarrer. Il y a le fait qu'on nous donne U0 2x, alors voilà cette notation qui a été utilisée, c'est-à-dire que, alors pareil, il ne faut pas se mélanger entre suite, fonction. U0 de x, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est U0, mais selon la valeur de x qu'on a choisie. Donc U0 de x, en fait, c'est x tout simplement, hein, c'est le premier terme. Et ce qu'ils appellent U1 de x, bah, en fait, c'est U1. Et encore une fois, comme il y a un paramètre x, bah, U1 de x, ça va être quoi? Bah, je vais remplacer UN par U0 ici, ça va me donner exponentielle de x, puisque U0 c'est x, divisé par 1, parce que ça va me faire 0 plus 1, donc 1, c'est-à-dire exponentielle de x. On peut s'amuser pareil à calculer U2 pour être sûr qu'on a quand même bien compris la construction des termes de cette suite. Donc U2 c'est quoi? Bah, ce serait exponentielle de U1, c'est-à-dire exponentielle de x, le tout divisé par 2. Et là, on comprend peut-être mieux pourquoi la notation de l'exponentielle sous ce format-là a été choisie, bah, parce que sinon, en fait, on risque d'avoir des exponentielles imbriquées comme ceci, avec plein de e qui seront de plus en plus petits, de plus en plus hauts. On n'y verra plus rien, c'est horrible. Donc privilégions ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire une notation de l'exponentielle sous son format type fonction classique f de x, g de x, exp de x, voilà, qui est quand même beaucoup mieux. Je vous rappelle que cette notation, bah, en fait, elle est utilisée pourquoi? Bah, parce que l'exponentielle partage les mêmes propriétés que les puissances, donc on aurait pu mettre ça en exposant, mais alors souvent c'est mal compris par les élèves, qui le prononcent mal, e exposant x, machin, exponentielle de x, moi j'aime bien comme ça, aimons-la comme ça, cette fonction exponentielle, elle est très chouette comme ça. Ok, bon voilà, on a déjà un peu compris comment se comporte cette suite. Très bien, il y a une première question, je vais effacer tout ça. Une première question qui est assez facile, mais on va décortiquer quand même un petit peu. Il faut démontrer que toute suite appartenant à grand S est strictement positive à partir du rang 1. Ok, en d'autres termes, il faut arriver à prouver ça, que un de x est toujours supérieur strictement à 0, et ceci pour tout n supérieur ou égal à 1. Ok, première question. On dit, ok, ouais, faut que je montre que cette suite est strictement positive à partir du rang 1. Mais tiens, il y a de l'exponentielle à l'intérieur. Alors on sait que l'exponentielle est strictement positive, il doit y avoir un lien, évidemment. Donc on se dit, ouais, ça va être facile ça. Ouais. Et puis,
Comme on voit le pour tout n, récurrence, hein, on dit une récurrence va fonctionner, et puis avec l'exponentielle, ça devrait aller. Alors récurrence, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'il y a une construction des termes par récurrence justement, c'est-à-dire terme après terme, et donc on a besoin, si on veut prouver quelque chose pour tout n, de se dire, oui, c'est le mécanisme de récurrence qui va me permettre de le faire. Pourquoi à partir du rang 1? Mais parce qu'on a le choix de ce U0 qui peut être un réel négatif. Donc bien évidemment, cette propriété ne va pas être vraie au rang 0. Il suffit que je prenne U0 égale moins 1 pour voir que du coup ça ne va pas. Donc ça devrait être valable à partir du rang 1, et oui, on se dit, oui, en prenant l'exponentielle, en divisant par quelque chose de positif, ça va marcher. Si on veut le rédiger proprement, il va falloir qu'on pose un Pn, voilà le nom de ma propriété, Pn c'est ça, voilà. Un de x strictement supérieur à 0. Pour l'initialiser, je dois l'initialiser en n égale 1. Donc pour n égale 1, qu'est-ce que ça va me donner? Je l'avais écrit tout à l'heure, le U1 de x. U1 de x, alors plutôt que de les appeler U1 de x, U2 de x, UN de x, je vais les appeler U1 tout court parce que c'est quand même un peu lourd cette écriture. Donc U1, qu'est-ce que c'est? U1 c'est exponentielle de U0, c'est-à-dire exponentielle de x divisé par 1, on l'a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire exponentielle de x, et ça, bien évidemment, quelle que soit la valeur de x, c'est strictement positif. Donc c'est initialisé, il n'y a pas de problème. L'hérédité, pas très compliqué non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut supposer qu'il existe un n qui est supérieur ou égal à 1, tel que Pn soit vrai, c'est-à-dire tel que on ait un qui soit strictement positif. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va construire tranquillement un plus 1. Comment on le construit? En prenant l'exponentielle, donc stricte croissance de l'exponentielle, ça va être plus grand que l'exponentielle de 0, qui vaut 1. Et ensuite, il suffira de diviser par n plus 1, qui est strictement positif, et qui me permet d'écrire ceci, qui, bien sûr, est strictement positif. Donc, on a l'hérédité, pas de problème, c'était facile. Par contre, il faut bien le rédiger, bien évidemment. Là, on le fait très rapidement, parce que vous êtes largement au niveau pour pouvoir suivre les différentes étapes d'une récurrence, donc on ne la rédige pas de problème, ça fonctionne. Ceci est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. C'était facile, on se dit, mais en fait c'est un exercice facile. Attention, ça se corse peut-être un petit peu. Voilà, dans la question suivante, mais on est déjà très content d'avoir prouvé tranquillement la positivité de cette suite à partir du rang 1. Alors, je réaffiche la question qui a disparu. La question suivante, eh bien, on considère une suite UN qui appartient à un grand S, c'est-à-dire une de ces suites-là, avec un certain U0, et puis il faut démontrer, et là je vais le noter doucement, il faut démontrer que si, et là ça commence, si il existe un rang n supérieur ou égal à 2, donc sous hypothèse, si il existe un rang n supérieur ou égal à 2 pour lequel UN est inférieur ou égal à 1, alors c'est un grand n, pas que je me trompe dans les notations, tel que UN est inférieur ou égal à 1, alors, eh bien UN va converger vers 0. Ce que je peux écrire proprement comme ça, alors la limite de UN est égale à 0. Voilà ce qu'on me demande de démontrer. Voilà, de la convergence, mais attention, de la convergence avec une valeur pour la limite. Donc, je peux passer en revue toutes les manières que j'ai pour établir la convergence. Mais, attention, établir la convergence, mais en plus donner la valeur de la limite. Parce que pour établir la convergence, il y a plein de façons de faire, il y a plein de théorèmes. Mais là, en plus, il faut que je prouve que la limite, c'est 0. Et là, j'en ai plus tant que ça, des façons de faire, pour aller vraiment calculer la limite. Parce que, on se rappelle d'un truc quand même. Mais, quand on veut calculer une limite, le plus basique, c'est d'avoir son expression explicite à la suite. Mais là, je ne l'ai pas. J'ai une expression récurrente. D'accord? Donc si je passe en revue mes différents théorèmes, pour les suites récurrentes, je peux avoir le théorème de convergence monotone, qui est sympa parce qu'il me permet de prouver la convergence, mais attention, il ne donnera jamais la limite. Donc ça, finalement, je ne peux pas faire le théorème de convergence monotone. Donc il faut que j'aille fouiller un petit peu ailleurs. Je peux penser au théorème des gendarmes. Ok. Je peux penser au théorème de comparaison, mais lui, attention, le théorème de comparaison, c'est pour prouver que des suites tendent vers plus l'infini ou moins l'infini, donc ça ne va pas. Et je peux penser aussi à un truc qui se rapprocherait un petit peu, c'est le théorème du point fixe, mais je me rappelle que le théorème du point fixe va marcher pour des suites qui s'écrivent un plus 1 égale f de un. Sous-entendu, je n'ai que du un là-dedans et pas du n. Ça ne va pas marcher, je ne pourrai jamais écrire que un plus 1 est égal une fonction de un à cause de ce n plus 1 qui traîne là-dedans. Donc finalement, si je fais le bilan,
je crois que je n'ai que le théorème des gendarmes qui peut fonctionner. Et oui, sauf à aller chercher un raisonnement vraiment biscornu. Mais là, théorème des gendarmes. On a dit, mais là, il n'y a rien qui ressemble au théorème des gendarmes. Hein, parce que le théorème des gendarmes, il faudrait que je réussisse à encadrer ma suite UN à partir d'un certain rang entre deux suites, que je peux appeler Vn et Wn, qui toutes les deux tendraient vers 0. Quel cas, je serais content. Mais je me dis, mais j'ai déjà quelque chose là quand même, parce que tout à l'heure, j'ai prouvé que UN, à partir du rang 1, elle est strictement positive. Donc elle est positive. Donc ça, j'ai déjà un premier côté de mon théorème des gendarmes. Mais il m'en faudrait un autre. Il faudrait que j'arrive à trouver une suite Wn, d'accord, qui serait une suite qui majorerait ma suite UN, ok, et qui elle-même tendrait vers 0. Ça serait sympa pour établir ce que je veux établir. Il y a un deuxième problème par rapport à ça. C'est que, regardez, deuxième problème. Non, déjà, il y a un truc sympa, c'est que là, je vois que j'ai une inégalité, qu'on me donne par hypothèse. Parce qu'on me dit, ça, il faut que j'arrive à le prouver s'il existe un n supérieur à 2. On me dit, ok, s'il existe un n supérieur à 2, c'est mon hypothèse, donc je l'écris, et tel que un est inférieur à 1. Ok, donc j'ai mon inégalité ici. Le problème, c'est que mon inégalité, deux problèmes. Le premier, énorme, c'est que là, j'ai pas un truc qui tend vers 0, parce que j'ai 1, ça tend pas vers 0. Et puis le deuxième problème, c'est que là, il est juste question d'existence d'un rang pour lequel cette inégalité est vraie. Et moi, dans mon théorème des gendarmes, c'est pas juste pour un seul rang que je veux cette inégalité, cet encadrement. C'est pour tout n, en tout cas à partir d'un certain rang. Donc là, ok, j'aimerais peut-être travailler cette inégalité de manière à ce qu'elle devienne sympa, avec à droite quelque chose qui tend vers 0, mais en plus, il faut que je me débarrasse de ce quantificateur il existe, qui n'est pas du tout suffisant si je veux faire le théorème des gendarmes. Ok, j'aimerais bien transformer mon il existe en un pour tout. Alors je vais réfléchir. Je vais me dire, de toute façon, il y a quelque chose à exploiter avec la relation de récurrence qui me permet de passer au rang suivant. Ok ? Et on va travailler un peu là-dessus. On va se dire, si on a un qui est inférieur à 1, je pourrais déjà voir ce qui se passe peut-être pour mon un plus 1. Ça serait pas mal. D'accord ? Si j'ai cette hypothèse-là, donc je vais toujours travailler avec cette hypothèse, je vais l'écrire. Donc si on a, et donc ça c'est mon hypothèse, un rang supérieur ou égal à 2, on verra pourquoi on a besoin que ce soit supérieur ou égal à 2, tel que j'ai ça, et bien je vais voir ce qui se passe au rang suivant, c'est-à-dire que je vais appliquer l'exponentielle de u grand n, voilà, qui va être inférieur ou égal à exponentielle de 1, donc à e, et puis je vais diviser tout ça par grand N plus 1, et ça va devenir inférieur à E sur grand N plus 1. Ok. Là je me dis quand même, mon N il est supérieur ou égal à 2. Ça peut être intéressant ça, parce qu'en effet, si grand N est supérieur ou égal à 2, et bien N plus 1 il est supérieur ou égal à 3, et E, on a besoin d'en avoir quand même une petite valeur approchée dans sa tête. On sait que c'est inférieur à 3, ça vaut à peu près 2,7. Donc on se dit, mais ça, c'est inférieur à 1. Intéressant. Qu'est-ce que je viens de prouver ? Je viens de prouver qu'au rang suivant, si c'est vrai ceci au rang grand N, c'est vrai au rang suivant. Regardez, U grand N plus 1, il est lui aussi inférieur ou égal à 1. Alors qu'est-ce que je viens de prouver ? Je viens de prouver qu'en fait, cette propriété-là, UN inférieur à 1, elle est héréditaire. Parce que j'ai supposé qu'elle était vraie pour un certain rang grand N, et que alors, elle est vraie au rang suivant. Alors ici, j'ai une récurrence immédiate, parce que mon hypothèse de départ, ok, je la fixe lors de mon initialisation, et comme j'ai prouvé l'hérédité, je peux alors en déduire que si j'ai ça, alors, eh ben, ceci est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. Parce que je viens de prouver ici l'hérédité. Et que mon initialisation, c'est mon hypothèse. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir réussi à transformer ce quantificateur il existe en un quantificateur pour tout n. C'est déjà super. Hein ? Ok ? Donc, on a réussi à aboutir à la chose suivante. Si j'ai ça, alors, pour tout n supérieur ou égal à qui ? À grand N, eh bien j'aurai mon UN qui est inférieur ou égal à 1. Super. Parce que là, on a notre pour tout n, on va essayer d'aller creuser pour le théorème des gendarmes. C'est parti. On va quand même continuer à exploiter ce truc-là. Maintenant que c'est vrai pour tout n, pareil, on peut passer au rang suivant. Au rang suivant, mais on l'a fait tout à l'heure.
On l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu que UN plus 1 était inférieur à E sur N plus 1. À part que tout à l'heure, on avait un grand N, ou un grand fixe, et là, on sait que c'est vrai pour tout N. Ok? Toujours sous cette hypothèse de départ. Hein. Et là, quand je vois ça, et que je suis à la recherche théorème des gendarmes, mais je me dis, mais bien sûr, parce que ce que j'ai à droite désormais, regardez, ça tend vers quoi? Quand petit n tend vers plus l'infini. Mais ça tend vers 0, bien sûr. Évidemment, ça tend vers 0, ce truc-là. Alors, qu'est-ce que je viens de prouver, finalement? Je viens de prouver que ma suite, attention, ma suite UN plus 1, elle tend vers 0. Pourquoi elle tend vers 0? Parce que là, rappelez-vous, ça je le sais aussi. Hein. Ah oui, hein, ça c'est vrai pour tout n. Donc finalement, ma suite UN plus 1, je l'ai complètement encadrée par deux gendarmes. Hein, c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à n, donc ça me va très bien. À partir d'un certain rang, ma suite UN plus 1, elle est bloquée par deux gendarmes qui tendent vers 0, donc elle tend vers 0. Ma suite UN plus 1, pas ma suite UN. Ouais, mais si la suite UN plus 1 tend vers 0, la suite UN tend vers 0, bien sûr, il y a un décalage de rang. Mais évidemment, avec la définition de la limite, le fait que ce soit UN plus 1 à la place de UN, c'est pas du tout gênant, parce que la suite UN, c'est la même, décalée. Ce qui se passe à l'infini, c'est la même chose. Donc je vais avoir, ici, la suite UN qui tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Pas mal. On récapitule. On avait une existence. C'était une hypothèse, hein, d'accord? Cette existence, on l'a transformée en un pour-tout, d'accord, par récurrence. Puis ensuite, on est allé à la recherche d'une inégalité complète gauche-droite, c'est-à-dire un encadrement qui nous a permis d'utiliser le théorème des gendarmes, parce que ceci est vrai. À partir d'un certain rang, c'était notre hypothèse. Donc c'est super, on a réussi à prouver que si il existe un rang pour lequel UN est inférieur ou égal à 1, alors ça y est, notre suite UN, elle tend vers 0. Et ça, c'est quand même pas mal pour l'étude de cette suite. Parce que quand on va commencer par la suite à essayer de calculer des valeurs de UN, on va s'apercevoir que c'est horriblement compliqué. Mais si à un moment, par un heureux hasard, un heureux coup de chance, on tombe sur une valeur genre U5 qui vaut 0,8, ça y est, on a fini. On pourra en déduire que notre suite tend vers 0. Excellent. D'accord? Donc là, je l'écris comme ça, bon, je le laisse écrit comme ça, parce que ça, c'est un résultat très important qu'on vient d'établir. Voilà, le voici. On peut passer à la question 3. Alors la question 3, regardez, je vais l'écrire, hein, ce que je dois prouver, hein, je vais écrire l'objectif. On doit prouver que si une suite UN est une suite appartenant à grand S, c'est-à-dire une suite comme celle-ci, on doit démontrer que si cette suite ne converge pas vers 0, donc si, j'allais dire si l'im de UN est différent de 0, mais non, parce que du coup elle peut ne pas exister, hein, mais si en fait la suite UN ne converge pas vers 0, c'est-à-dire soit elle converge vers autre chose, soit elle ne converge pas, elle diverge, bref, elle ne converge pas vers 0, si elle ne converge pas vers 0, alors, elle diverge vers plus l'infini. Alors, UN diverge vers plus l'infini. J'aurais pu écrire limite de UN égale plus l'infini. Je me permets d'écrire comme ça. Bon, alors là, étonnant. Si elle ne converge pas vers 0, pourquoi ça voudrait dire qu'elle tend vers plus l'infini? Parce que quand on ne converge pas vers 0, je viens de vous le dire, peut-être qu'on peut converger vers autre chose, vers 1, vers moins 2. Ah, vers moins 2, peut-être pas pour cette suite, on a dit qu'elle était strictement positive. Mais j'en sais rien, vers E, vers 19, vers 100 000. Pourquoi vers plus l'infini? Et puis aussi, pourquoi elle ne divergerait pas tout court dans le sens, peut-être qu'elle n'a pas de limite. Bon. Alors là, on se dit, là, j'ai jamais lu ça. Bon. On peut peut-être faire une petite étude. Déjà, ouais, si elle converge vers L, hein, vers un L qui ne serait pas égal à 0, mais un réel, hein, si elle convergeait vers un L différent de 0, qu'est-ce qui se passerait? Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passerait à la limite? Bon, UN plus 1 convergerait vers L. D'accord? Exponentielle de UN convergerait vers exponentielle de N. Mais ça, on le divise par N plus 1. Donc en fait, ceci convergerait vers 0. Parce que ça tend vers plus l'infini. Et en haut, ça converge vers une limite, qui est exponentielle de L. Donc tout ceci convergerait vers 0. Ouais, mais on vient de dire que L est différent de 0. Alors il y a une absurdité là. Bien sûr, la limite de ça ne peut pas être 0, parce que la limite de ça, c'est L. Donc ce serait absurde. Donc on a déjà compris qu'en fait, si UN ne tend pas vers 0, elle ne peut pas converger vers
autre chose que 0. Donc forcément, elle diverge. Mais alors attention, elle diverge pas forcément vers plus l'infini parce qu'elle pourrait ne pas avoir de limite. Et là, je suis bloqué, moi. Franchement, je suis bloqué. Alors je me dis, non, attends. Je vais utiliser comme ce que j'ai fait avant. Parce que ça ressemble un petit peu. Et c'est là où il faut aller chercher un raisonnement, bien sûr, auquel on ne pense pas forcément toujours, mais dans le concours général, ça intervient quand même souvent, ce type de raisonnement. Hein. C'est absurde et contraposé. Alors, ici, on a très envie, bien sûr, de faire de la contraposée, parce que regardez, ce que je viens d'établir juste avant, c'est un si alors, avec justement, après le alors, quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai là. C'est sa négation. Donc c'est parfait pour utiliser la contraposée. Comme j'ai prouvé que s'il existe un n supérieur à 2 tel que un est inférieur à 1, alors la limite de un est égale à 0, hein, écrit comme ça, eh bien je sais, d'après le principe, le mécanisme de contraposée, que la négation de ça implique la négation de ça. Hein, d'accord? C'est un principe logique qui vous permet ça de l'affirmer, il n'y a pas à le prouver, c'est un axiome. Donc on va pouvoir établir, d'après la question précédente, que si un ne converge pas vers 0, alors on aura la négation de ça, d'accord? Et la négation de ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que pour tout n supérieur ou égal à 2, la négation de ce quantificateur, il existe, c'est un pour tout. Ça voudrait dire que pour tout n supérieur ou égal à 2, eh bien, tous mes un, ils seraient négation de ça, strictement supérieur à 1. Et ça, c'est un truc intéressant. Voilà. Je vais certainement avoir à m'en servir. Ça sentait vraiment la contraposée ici. Alors, je n'ai pas encore réussi à démontrer ce que je voulais démontrer, mais ça commence bien, parce que j'ai su exploiter ceci, et j'en arrive à ceci. Et là, je me dis, là, j'ai une inégalité. Ok, mais elle est dans un sens qui m'intéresse beaucoup. Parce que moi, ce que je veux prouver, c'est que un tend vers plus l'infini. Et là, je pense immédiatement au théorème de comparaison. Parce que j'ai une inégalité dans le bon sens pour aller chercher le théorème de comparaison. Si j'arrive à minorer un par une suite qui tend vers plus l'infini, c'est parfait, je pourrais faire le théorème de comparaison, parce que du coup, j'aurai une suite Vn qui tend vers plus l'infini, enfin j'espère l'obtenir, et je pourrais en déduire qu'à gauche, un tend vers plus l'infini. Donc il faut que je parte à la recherche d'une suite Vn qui tend vers plus l'infini, bien sûr en utilisant ça. Mais alors regardez, un peu comme tout à l'heure, je vais aller m'attaquer au rang suivant. Si un est supérieur à 1, qu'est-ce qui se passe pour un plus 1? Un plus 1, pareil, je vais aller le construire. Un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, c'est exponentielle de un sur n plus 1. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer à l'exponentielle. Exponentielle de un, ça va être strictement plus grand que e. D'accord? Et puis je vais aller diviser par n plus 1. Donc je divise par n plus 1, je divise par n plus 1, je change pas de signe, et là je me retrouve avec la suite de tout à l'heure qui tend vers 0, ça marche pas. Aïe aïe aïe, quelle horreur. Bon, ben, c'était une fausse piste. Voilà. Ça arrive, voilà, il fallait la tenter quand même. Donc il faut qu'on exploite ça un peu mieux pour pouvoir essayer d'utiliser ça correctement. Hein, voilà. Hein. Donc je me dis, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Là, ok, donc ça c'est mon hypothèse, donc je peux y aller sur là-dessus, d'accord, hein, un est supérieur à 1 pour tout n, mais alors, si un est supérieur à 1 pour tout n, comment réutiliser ça correctement? Ben, je peux peut-être me dire qu'alors, c'est vrai aussi au rang suivant de toute façon, parce que c'est vrai pour tout n, donc je peux me dire aussi que j'ai un plus 1 qui est strictement supérieur à 1. Et ça c'est intéressant parce que un plus 1, j'ai son expression ici. Et oui, c'est un quotient, un plus 1, c'est exponentielle de un sur n plus 1. Donc je peux écrire ça comme ça. Et si j'écris ça comme ça, eh ben, je vais pouvoir faire passer mon n plus 1 de l'autre côté. Et oui, par une multiplication, c'est positif. Donc plus de n plus 1 en bas, un n plus 1 qui apparaît ici. Je commence à sentir la suite que je vais pouvoir utiliser. Regardez, parce que là, j'ai exponentielle de un, je vais pouvoir récupérer un en passant par le logarithme. Je peux appliquer la fonction log ici et ici sans problème. Je suis sur ici deux valeurs strictement positives, je ne change pas le sens de l'inégalité, il n'y a pas de souci. J'obtiens que un est strictement plus grand que ln de n plus 1. Et ceci pour tout n, d'accord, supérieur ou égal à 2, ce qui me suffit largement pour utiliser le théorème de comparaison. Parce que ici, cette suite-là, ln de n plus 1, ok, elle y va doucement vers plus l'infini, mais elle tend bien vers plus l'infini. Théorème de comparaison, cette chose-là tend vers plus l'infini également. Ah, ça c'est hyper intéressant ce qu'on vient de voir.
Déjà, on vient de le prouver, on est content. Et puis, quand on réalise ce qu'on vient de prouver, on se dit, je récapitule, j'ai une suite un peu bizarre. Si jamais il y a un terme de cette suite qui est plus petit que 1, à partir d'un certain rang, je crois, à partir du rang 2, eh bien, ça voudra dire que ma suite converge vers 0. Mais si elle ne converge pas vers 0, dans le cas contraire, alors elle diverge vers plus l'infini. Incroyable. Bah ouais. Ça alors. D'accord. Ben, ça veut dire qu'il n'y a que ces deux possibilités. Soit elle converge vers 0, soit elle tend vers plus l'infini. Et tout ceci va dépendre uniquement de son premier terme à cette suite. C'est ça qui est incroyable. Soit ça tend vers 0, soit ça tend vers plus l'infini, à cause du premier terme. C'est lui qui va faire la différence. Bon, ok. Alors, on passe à la suite. Pareil, pas très dur, mais il y a quand même une histoire de notation là-dedans, voilà, qui est intéressante. C'est qu'on vous parle maintenant d'un ensemble qui s'appelle E0. E0, c'est l'ensemble des réels x, c'est-à-dire en fait l'ensemble des x ici pour le premier terme, qui feront faire converger la suite un vers 0. Donc c'est un ensemble de x, donc c'est un sous-ensemble de R, pour lequel il y aura convergence vers 0. Voilà. Et on propose de démontrer, je vais mettre directement en question 4, que 0 appartient à E0. Voilà ce qu'il faut démontrer. Qu'est-ce que ça veut dire, montrer que 0 appartient à E0? Eh bien, ça veut dire qu'on va devoir montrer qu'en remplaçant ici x par 0, d'accord, en prenant 0 comme premier terme pour cette suite, alors la suite va converger. Donc on se dit, ok, bon, d'accord, certainement qu'il faut réutiliser ce qu'on a fait avant, et ce qu'on a fait avant, quand même, pour établir la convergence vers 0, c'était, on le rappelle, la possibilité de trouver un rang pour lequel on a notre terme qui va être inférieur à 1. Si on a ça, on est content. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est calculer des termes de la suite, et puis réussir à en trouver un qui soit plus petit que 1. Ce serait super. Alors, ok, c'est parti. U0, c'est 0. D'accord. U1, on a vu tout à l'heure, c'est exponentielle de x, donc ça va faire exponentielle de 0, ça va faire 1. Ah, je revois un peu ce qu'il me faut. Ah, il me faut que le rang il soit supérieur ou égal à 2. Malheureusement, ça marche pas, parce que là j'en suis au rang 1. Bon, bah, je continue. Ah, je me dis, je vais y arriver, ça va. Là, je passe à exponentielle de 1, c'est-à-dire E sur 2. Alors je regarde, suspense, mais non, ça marche toujours pas. Parce que E, c'est supérieur à 2. Donc ce quotient, il est supérieur à 1. Mince, il faut que je continue. Je passe à U3, je me dis, ouais, je vais y arriver. U3, ce serait quoi? Ce serait exponentielle de U2, c'est-à-dire exponentielle de E sur 2. Et là, je commence à avoir des sueurs froides. Je me dis, mince, non, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Que je dois diviser par 3. Alors, on est embêté, finalement, par cette simple question, qui paraissait, en tout cas, qui est très simple d'un point de vue raisonnement, parce qu'il faut bien sûr aller utiliser ce qu'on a fait avant, se dire, ok, il faut que je trouve un rang pour lequel mon terme il va être inférieur à 1. Mais là, en fait, on est bloqué, parce que ça, est-ce que c'est plus petit que 1, plus grand que 1? C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Alors, je peux travailler avec des approximations, me dire, moi, je vais peut-être pouvoir encadrer. E sur 2, je le connais un petit peu. E sur 2, il est compris entre quoi? E, c'est compris entre 2 et 3, donc je me dis E sur 2, ça doit compris être entre 1 et 3 demi. Ok, il faut que j'en prenne l'exponentielle. Alors, là, mon E sur 2, il est compris entre 1 et 3 demi, mais quand j'en prends l'exponentielle, finalement, ça fait exponentielle de 1, voilà. Donc là, j'ai E, là, j'aurai mon exp de E sur 2, voilà, et puis là, j'aurai quelque chose qui ne m'intéresse pas. Parce que là, enfin, si, qui m'intéresse d'ailleurs. Enfin, si, bien sûr, ça m'intéresse, enfin, sauf si ça va me prouver que en fait, j'ai pas ce que je veux. Ah ouais, si, ça m'intéresse, parce que là, je dois diviser par 3, donc là, je vais mettre sur 3, là, je vais mettre sur 3, je sais déjà que là, c'est plus grand que E sur 3, mais E sur 3, je sais que c'est plus petit que 1. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai exponentielle de 3 demi sur 3. C'est trop compliqué, ça m'embête de travailler avec des approximations comme ça. Exponentielle de 3 demi sur 3. Donc là, je me dis, malheureusement, en fait, la calculatrice est autorisée, c'est un peu bête. Là, du coup, la question devient un peu bête, parce que je me dis, j'ai besoin de ma calculatrice. J'ai besoin de ma calculatrice pour savoir si ce U3 est plus petit ou plus grand que 1. C'est trop embêtant à faire à la main, ça. Donc c'est un peu décevant dans ce sujet, de dire tiens, il n'y a pas moyen de le faire vraiment à la main, ça. Il faut vraiment travailler avec des valeurs approchées. On ne les a pas forcément pour exponentielle de 2 sur 2. Voilà. Donc là, en fait, à la calculatrice, on trouverait un peu bêtement que ça, malheureusement, c'est encore supérieur. On se dit non, c'est pas possible, ça va diverger. C'est pas possible, parce que après, j'en prends encore l'exponentielle. Mais ce qui se passe dans cette suite, c'est que, ok, on en prend l'exponentielle, mais on est quand même avec des valeurs ici qui sont
ok supérieur à 1 pour l'instant, mais très proche de 1. Donc finalement, la division par le n plus 1 va faire que ça pourrait descendre en dessous de 1. Et oui, parce que le n plus 1 suivant, c'est quand même 4. Donc là, exponentielle de 1, vous savez, l'exponentielle, ok, ça monte très vite, mais quand je suis à proximité de 1, ça reste quand même un peu doux. Hein. C'est pas non plus la super pente qui apparaît un peu plus loin. Hein. Bon, ma calculatrice, U4, exponentielle de tout ça divisé par 4, j'ai même pas envie de l'écrire tellement c'est horrible, et bien c'est inférieur à 1. Voilà. Calculette, c'est inférieur à 1. On a fini. Parce qu'on a trouvé un terme de la suite, dont le rang est supérieur ou égal à 2, tel que notre terme est inférieur à 1. Donc, d'après la question 2, on arrive à prouver ainsi que notre suite, dans ce cas-là, tend vers 0. C'est-à-dire que 0 appartient à E0. Ouf. Ben voilà, un peu décevant dans le traitement, parce que besoin de calculatrice, voilà, et pas faisable à la main, voilà. Hein, sinon, c'est vraiment un travail sur des valeurs approchées ou des encadrements avec des valeurs dont on aura besoin, des valeurs numériques dont on aura besoin. Donc, voilà, autant prendre directement la calculatrice. Ok. Alors, ensuite, on passe à la question 5, qui est en 2 temps. Voilà, je vais l'écrire. Il faut démontrer que pour tout n supérieur à 0, un de x, pardon, pas un de x, mais justement la fonction, c'est là où il va falloir être très rigoureux, la fonction qui a x associe un de x est strictement croissante sur R. Voilà. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il ne s'agit pas de montrer que la suite un est croissante. D'accord ? Et d'ailleurs, on a vu que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a vu dans le cas où on prend U0 égale 0, qu'on a une suite qui augmente au début, hein, et puis après qui redescend, parce qu'après elle finit par devenir inférieure à 1, alors qu'à un moment elle faisait 1. Et au début elle valait 0, donc un comportement qui est non monotone. Et puis je suis fier de prendre des grosses valeurs là, de x pour s'apercevoir que là évidemment ce serait croissant, mais du coup ça dépend de la valeur de x, donc on ne peut pas généraliser en disant que un est une suite croissante. Puis c'est pas ce qu'on vous demande, voilà, il faut faire attention, on parle de fonction ici. Montrer qu'une fonction est croissante sur R. Ok, celle-ci, ouais, elle est un peu construite bizarrement, mais ça reste une fonction. Hein. C'est la fonction qui a une certaine valeur de x qui est le terme initial, lui associe la valeur du terme de rang n. Parce qu'attention à ce quantificateur, il veut dire que, ok, d'abord je fixe n, hein, d'accord. Hein. Il y a la fonction, peut-être, qui a x associe u3 de x. Ce serait pour différentes valeurs de x, je calcule u3 de x. Hein. Attention à ça. Alors donc, il faut montrer la croissance d'une fonction, et ça, normalement, en terminale, on doit penser immédiatement à la dérivation. Parce que c'est comme ça qu'on prouve, voilà, tableau de variation, tout ça. Hein, voilà. Mais alors là, mais c'est hors de question d'aller dériver cette fonction, quoi. Et on n'a même pas son expression. On ne va certainement pas la dériver. Il n'y a rien à dériver ici. Hein. Attention. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, il faut revenir à la définition de la croissance d'une fonction. Définition de seconde. D'accord. Qu'est-ce que c'est une fonction croissante ? Une fonction croissante, c'est une fonction, si je l'appelle petit f, c'est une fonction telle que si je prends deux antécédents, A et B, qui sont rangés comme ça, voilà, A et B, eh bien leurs images sont rangées dans le même ordre. C'est-à-dire que si j'ai ça, alors ça conserve le sens de l'inégalité. Voilà. Croissant sur R, okay, strictement croissante sur R, c'est-à-dire que quand je prends un couple de réels A et B qui sont rangés dans cet ordre-là, alors leurs images seront rangées dans le même ordre. Ok, bon, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et oui, ce que j'aimerais montrer, c'est que si je prends deux valeurs de x différentes qui sont rangées dans un certain ordre, donc que je vais appeler A et B en fait, hein, j'ai envie de montrer que si j'ai A qui est plus petit que B, alors un de A sera plus petit que un de B. Mais je ne le sais pas encore. C'est ce qu'il faut que j'arrive à prouver. Si ça, alors ça. J'aimerais bien le prouver. Pour tout couple de réels A et B qui vérifie ça. Ok. Pour tout n. Récurrence. Il faut y penser. Et oui. Et oui, parce que, ok, on doit prouver la croissance d'une fonction, mais en l'écrivant comme ça, finalement, en l'écrivant comme ça, et en voyant ce petit quantificateur ici, mais je me dis, il faut que j'arrive à le prouver pour tout n. Donc c'est un raisonnement par récurrence que je vais devoir faire. Et oui, on y va tranquillement. Déjà le Pn. Le Pn, ce serait, ça.
Mon Pn, c'est si j'ai ça, alors j'ai ça. Ok. Pour tout n. Hein. Donc, je vais l'écrire tranquillement au rang 0. Je vérifie bien que ça commence à 0. Ouais, soit n supérieur ou égal à 0. Donc, P0, ça serait quoi? P0, ça serait de dire que si j'ai A inférieur à B, alors U0 de A est inférieur à U0 de B. Alors, qu'est-ce que c'est que U0 de A? U0 de A, ben en fait, c'est A. Parce que X, A, U0, c'est X. Donc U0 de A, c'est A. Donc il faut que j'arrive à montrer que si A est plus petit que B, alors A est plus petit que B. Mais c'est trivial, évidemment. Bien sûr. C'est les mêmes valeurs. Donc P0, trivial. C'est vrai. Alors trivial, quand on a compris comment s'écrit P0, hein, parce qu'il faut avoir compris comment ça s'écrit. Ok. Maintenant l'hérédité. Il faut que j'arrive à montrer que, sous hypothèse qu'il existe un rang pour lequel A inférieur à B implique que UN de A est inférieur à UN de B, il faut que j'arrive à montrer que c'est vrai au rang suivant. C'est-à-dire que UN plus 1 de A est plus petit que UN plus 1 de B. Mais ça, je sais très bien le faire, c'est la construction des termes de la suite. Et là, c'est très facile. Il faut que je passe à l'exponentielle. Exponentielle de UN de A, c'est plus petit que exponentielle de UN de B. Par stricte croissance de l'exponentielle. Et puis, je vais diviser ça par N plus 1. Je le divise à gauche, je le divise à droite. Pas de problème parce que N plus 1 est strictement positif. Et bien, résultat, j'ai réussi à montrer que UN plus 1 de A est plus petit que UN plus 1 de B. Hérédité, validée, pas de problème. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que si je prends deux couples de réels A et B rangés comme ça, alors leurs images par la fonction UN, leurs images sont rangées dans la même ordre. Je viens de montrer que cette fonction-là est strictement croissante sur R. Et curieusement par récurrence sur N. C'est ce que j'ai montré pour tout N. Voilà, ok. Bon, il fallait être rigoureux sur la récurrence, ne pas se mélanger entre les N et les X. Ce qui n'est pas forcément évident. Bon, maintenant, il faut en déduire quelque chose de ça. Il faut en déduire, et c'est important quand il y a écrit en déduire, hein, on se dit, je vais devoir utiliser ce que je viens de faire, ce que j'ai fait précédemment. Que si X est un élément de E0, si X appartient à E0, alors, l'intervalle moins l'infini jusqu'à X, crochet fermé, est inclus dans E0. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que si j'ai un élément X qui est dans E0, c'est-à-dire si j'ai un X qui fait que ma suite va converger vers 0, alors quand je prends une autre valeur de X mais plus petite, elle est aussi dans... Cet intervalle est aussi dans E0, c'est-à-dire que quand je prends une valeur de X mais plus petite, j'aurai là encore une suite qui va converger vers 0. Voilà ce que ça signifie. Bon. Et il faut réutiliser ce qu'on a fait avant. Alors bien sûr, il y a un lien. Cette fonction est strictement croissante. Ok. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Hein. Donc, si x appartient à E0, ça veut dire que UN de x, je vais prendre cette hypothèse-là, ça je ne l'ai pas encore démontré, il faut que j'y arrive, mais je vais essayer d'aller passer par ici pour y arriver. Si x appartient à E0, ça veut dire que UN de x, voilà, cette suite, elle tend vers 0. D'accord, hein? Mais alors, si je prends un élément de R qui est plus petit que x, d'accord, plus petit que x, et que je l'appelle y, dire soit y plus petit que x. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour UN de y, il faut que j'exploite ça, regardez, UN de y va être plus petit que UN de x. Eh oui, par stricte croissance de cette fonction. Mais je sais que UN de x tend vers 0. Ceci tend vers 0. Mais je sais aussi que UN de y, c'est une suite strictement positive, comme toutes ces suites qui appartiennent à ensemble grand S. Ces suites-là dont on parle depuis le début, à partir du rang 1. Donc à partir du rang 1, j'ai ça. Théorème des gendarmes, 0. Quelque chose qui tend vers 0. Ceci tend vers 0. Voilà. C'était assez fin et assez facile. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai trouvé une valeur initiale qui fait converger ma suite, quand je prends des valeurs initiales plus petites,
ça fera aussi converger ma suite. Eh oui. Donc par exemple, on avait prouvé que 0 appartenait à E0, ok? Et bien, ça implique le fait que quand je prends une valeur négative pour U0, ben ma suite va converger aussi. Super. Ben, j'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe de l'autre côté de 0. Hein. C'est-à-dire quand maintenant j'ai un U0 qui est plus grand que 0 strictement. Est-ce que là ça fait converger? Ça fait pas converger? Bon, on va voir. Alors c'est ce qu'on vous propose en faisant travailler sur 1, mais par petites étapes, d'accord? Par petites étapes qu'on ne comprend pas forcément au début, on va essayer de le faire. Hein. D'abord, il y a une petite question un peu fonction, hein, qui a l'air un peu déconnectée, qui permet d'aérer un peu, de respirer. Une question très méthode, hein, très terminale, voilà. C'est cette fonction-là, la fonction qui a x associe exponentielle de x moins x facteur de x plus 1. Il faut montrer que cette fonction-là est strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, de question de travailler sur une équation, là, hein, pas du tout. Hein. Voilà, non, ça se voit direct avec le mélange de exponentielle de x et de x. On ne va pas y arriver. Donc, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais aller étudier cette fonction. C'est-à-dire, je vais la dériver, je vais étudier ses variations et j'espère que je pourrai exploiter son tableau de variations. C'est parti. Je peux l'appeler f, hein, cette fonction. Voilà, j'ai f' rapidement qui est égal à exp de x moins, donc là, ça va me donner du x2, donc 2x, moins 1. D'accord? Et puis là, pareil, je suis embêté parce que là, il me faudrait son signe. Et son signe, là, je ne peux pas l'avoir directement. Là, c'est pas possible. Donc, très embêtant. Il faut que je dérive une deuxième fois. F seconde. Comme quand on a travaillé sur la convexité. Et j'espère que j'aurai un truc ici. Ouais, bah, j'ai quelque chose. Parce que exponentielle de x moins 2, ça, je le connais un petit peu. D'accord? Donc, allez, on va tracer un joli tableau ici. D'accord? On va aller travailler sur la racine, qui est ln de 2, hein, qu'on connaît bien. Voilà. Je suis quand même sur 2 plus l'infini, hein, mais j'ai besoin quand même de voir un peu ce qui se passe un peu avant. Hein, mais voilà, je mets quand même mon 2 ici, on en aura besoin. Et là, je vois que f seconde, bien sûr, hein, ça va être négatif, nul, positif. Ça, c'est f seconde. Donc f prime, voilà, ça se passe comme ça pour f prime. Et donc, f prime, j'aimerais bien avoir son signe, peut-être, à f prime. Voilà. Et son signe, je ne le vois pas directement, mais je peux peut-être travailler sur des images. Donc celle-là qui me paraît intéressante, hein, f' de ln de 2. Donc f' de ln de 2, ça fait exponentielle de ln de 2, ça fait 2. Moins 2 ln de 2, moins 1. C'est-à-dire 1 moins 2 ln de 2. Intéressant de savoir son signe à ça. Hein. Ça, c'est f' de ln de 2. 1 moins 2 ln de 2, je sais qu'ln de 2, c'est à peu près 0,7. Donc ça fait 1,4. Ça, c'est négatif. Ah, malheureusement, je ne peux pas avoir son signe directement. Par contre, je peux peut-être travailler sur, je sais pas moi, f' de 2, est-ce que c'est intéressant? Tiens, f' de 1, par exemple. F' de 1, est-ce que c'est intéressant? Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à partir de 2. Donc je peux aller travailler sur f' de 2. Ça fait exponentielle de 2 moins 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Exponentielle de 2, moins 3. Et évidemment, ça, on dit que ça va être positif. Donc là, je vais avoir une valeur ici positive. Donc ça veut dire que si là j'ai une valeur qui est positive, à partir de 2, bah, f' est positif. Et c'est ça qui m'intéresse encore une fois. Hein. Si f' est positif, f est croissante. En tout cas à partir de 2. Là je sais que j'ai une flèche qui va monter. Alors finalement ce qui m'intéresserait, bah, c'est la valeur de f de 2. Pour que je puisse en déduire que comme ça c'est positif, bah, là, comme c'est croissant ça va être positif à partir de 2. Allez, je travaille sur f de 2. Et on est content. f de 2, c'est exponentielle de 2 moins 2 fois 3. J'écris là. Bah oui, facile, bien sûr. Exponentielle de 2, E à peu près 2,7, ça va largement dépasser 6. Hein. Donc là, j'ai une valeur positive. Et là, c'est croissant. Donc ça y est, c'est fini. À partir de 2, c'est strictement positif. Assez classique. Voilà l'exploitation des tableaux de variation. Là, il y a beaucoup de valeurs, pareil, aller chercher la calculatrice parce que F2, pareil, calculette, hein, pour vraiment justifier le fait que c'est supérieur à 0. Et après, c'est par stricte croissance de la fonction f que j'en déduis que toutes ces valeurs, elles sont aussi, bien sûr, strictement positives si le minimum de la fonction sur l'intervalle 2 plus l'infini vaut quelque chose qui est déjà strictement positif. Très bien. Ok. Donc bref, on a réussi à montrer que cette fonction-là, elle est strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour l'instant, on ne voit pas le rapport. Hein. On ne voit pas le rapport du tout. Mais ça, c'était le petit A. Il y a un petit B qui vous demande de démontrer que... alors, on parle d'une suite qui appartient à grand S. Et on doit démontrer que si il existe
un rang grand N supérieur ou égal à 1 tel que, en tout cas pour lequel UN est supérieur ou égal à grand N plus 1, alors, UN diverge vers plus l'infini, déjà, c'est ça? Ouais. Alors, UN diverge vers plus l'infini. Ah, d'accord. Ok. Bon, très bien. C'est pas un en déduire. Est-ce qu'on a besoin du en déduire? Est-ce qu'on a besoin de faire ce qu'on a fait là? Je ne pense pas, on ne sait pas. On ne sait pas, hein. Mais ça nous fait penser à ce qu'on a fait un petit peu au début. D'accord, hein. Et ce qu'on a fait un petit peu au début, c'était finalement le problème du quantificateur et la recherche de quoi? La recherche d'un théorème qui va nous permettre de montrer que UN tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ici le théorème légendaire, le théorème de comparaison, hein. Certainement. Bon, alors, s'il existe un n supérieur à 1 tel qu'on est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de passer au rang suivant, pareil, hein, et se dire, ouais, je vais passer au rang suivant, bon, oui, peut-être. Ou alors essayer de réexploiter ce qu'on a fait ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on a fait ailleurs, c'était quoi déjà? Parce que ça nous fait penser à quelque chose quand même, cette histoire d'existence de n supérieur à 1. Et puis même, quand est-ce qu'on a réussi à prouver que UN tendait vers plus l'infini? On a réussi à prouver que UN tendait vers plus l'infini quand? Eh bien, quand la suite ne converge pas vers 0. C'est-à-dire quand quand tous les termes de la suite sont toujours strictement supérieurs à 1, à partir du rang 2. Il ne faudrait surtout pas qu'on ait un UN qui soit inférieur ou égal à 1, sinon ça n'irait pas. Et donc en fait là, il suffit de démontrer que pour tout n, UN est strictement plus grand que 1. C'est ça qu'il faut. Ah oui, sous cette hypothèse-là. Bon, on va essayer. On va dire que s'il existe un grand n supérieur à 1 tel que UN est supérieur ou égal à n plus 1, pareil, on a envie de voir ce qui se passe au rang suivant. Ce qui se passe au rang suivant, c'est quoi? Cette hypothèse-là, c'est que exponentielle de UN va être supérieur à exponentielle de n plus 1. Quand je le divise par quoi? Par n plus 1. Là, j'ai n plus 1. Et donc là, j'ai eu n plus 1 qui va être supérieur à exponentielle de n plus 1 sur n plus 1. Voilà. S'il existe un n tel que j'ai ça, alors j'ai cette chose-là au rang suivant. Mais attention, uniquement au rang suivant. D'accord. Bon. Alors, on me dit, ouais, non, pareil, hein. C'est pas si intéressant que ça. Hein. Ouais. C'est pas si intéressant que ça parce que moi, si vous voulez, c'est plutôt le pour-tout qui m'intéresserait. Et là, j'ai pas un pour-tout, j'ai une existence, et là, c'est juste au rang suivant. Alors, peut-être que je peux penser à la récurrence, à me dire, ouais, mais ça va me permettre de faire une récurrence, ça. Ou alors, non, ça y est, il faut peut-être que j'exploite, c'est maintenant qu'il faut que j'exploite ce qu'on m'a fait faire avant. C'est ça, c'est-à-dire exponentielle de x moins x facteur de x plus 1, donc je sais que c'est positif. Ouais, certainement. Donc, on part à la recherche de ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire apparaître ça, exponentielle de peut-être de ce n plus 1, parce qu'on a du n plus 1 ici, donc on pourrait se dire, ouais, alors si un est supérieur à n plus 1, quand j'en prends l'exponentielle, ça va être supérieur à l'exponentielle de n plus 1, mais ça, je sais que c'est strictement positif. Si c'est strictement positif, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que mon exponentielle de n plus 1, là, mon exponentielle de n plus 1, je sais que ça va être supérieur à n plus 1 fois n plus 2. Voilà. Hein, pour en grand n. Hein. Mais c'est l'exploitation de ce qu'on a fait avant. Pourquoi? Parce que n plus 1, c'est supérieur à 2. Bah oui, grand n est supérieur à 1, donc grand n plus 1 est supérieur à 2. Super. Donc là, finalement, je vais pouvoir dire que ça, qui était plus grand que ça, va être plus grand que n plus 1 fois n plus 2 sur n plus 1. Super intéressant ça, parce que mes n plus 1 s'en vont.
Alors regardez, qu'est-ce qui se passe? U n plus 2, eh ben, c'est strictement plus grand que n plus 2. Et en fait, on est passé au rang suivant, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Incroyable. Ouais. C'est n plus 1, ça, pardon. C'est plus grand que n plus 2. Et c'est exactement la même chose que là, au rang suivant. Donc on a démontré l'hérédité. Ça veut dire que s'il existe un n pour lequel ceci est vrai, eh ben ça sera vrai pour tout n supérieur ou égal à grand n. Ouais. L'hérédité a été démontrée comme pour la question 2. En fait, on fait le même raisonnement. Ce il existe va se transformer en pour tout. On vient de prouver que un est supérieur à n plus 1, toujours sous cette hypothèse. S'il existe un rang pour lequel ceci est vrai, alors on aura pour tout n supérieur ou égal à grand n, un qui va être plus grand que n plus 1. Ça, alors, super intéressant. Pourquoi? Alors là, c'est immédiat, parce que ça tend vers plus l'infini. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Alors là, c'est génial, parce que ça nous permet de comprendre que si jamais on trouve un rang pour lequel un est plus grand que n plus 1, alors on a fini, on aura prouvé la divergence de la suite vers plus l'infini. Super, parce que ça nous permet de faire la question d'après. La question d'après, c'est quand je remplace U0 par 1, qu'est-ce qui se passe? Alors on va essayer d'exploiter ça. Quand je remplace U0 par 1, j'obtiens U1 égale exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Et j'aimerais le comparer en fait au n plus 1 correspondant. Parce que ça commence au rang 1 là, cette histoire. Hein. Ah ouais, alors ce serait sympa. Alors, au rang 1, est-ce que U1 est supérieur à 1 plus 1? Ben oui, parce que c'est E. Et E, c'est bien sûr plus grand que 1 plus 1. Donc ça y est, on a fini. Ben oui, on a déjà terminé. Parce qu'on a vérifié cette hypothèse-là lorsque x vaut 1. Ça signifie qu'on est bien en présence d'une suite qui diverge vers plus l'infini quand x vaut 1. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de saisir la chose suivante. Quand je remplace x par 0, j'obtiens une suite qui converge vers 0. Et je sais que pour tous les x qui seront inférieurs à 0, ça va converger aussi vers 0. Quand je remplace x par 1, là j'obtiens une suite qui diverge vers plus l'infini. Mais la question d'après, qu'on ne va pas faire parce qu'elle est très similaire à celle qu'on a fait il y a deux questions, c'est de montrer que si j'ai un x tel que, qui appartient à E infini, ce qu'on appelle E infini, c'est l'ensemble des suites pour lesquelles ça va diverger vers plus l'infini. Ben, quand j'en ai un, alors tous ceux qui lui sont plus grands, ils appartiennent aussi à E infini, c'est-à-dire qu'ils vont aussi faire diverger la suite. Donc finalement, ce qu'on arrive à voir un peu dans cette suite-là, c'est que quand je suis à 0, quand U0 égale 0, ma suite va converger vers 0, et quand j'ai un x qui est inférieur à 0, c'est-à-dire toute cette zone-là, et ben ma suite va aussi converger vers 0. Mais là, on vient de trouver une valeur de U0 qui est 1, pour laquelle, ben, dès que je vais avoir, déjà, pour laquelle ça va diverger vers plus l'infini, mais aussi pour laquelle, et là j'ai pas de vert, c'est dommage, j'ai pas de bleu, par exemple, ou une autre couleur, et bien pour laquelle, là ça va faire diverger la suite vers plus l'infini, mais pour toutes les valeurs qui lui sont supérieures à 1, ça va aussi faire diverger la suite vers plus l'infini. Donc je me dis, waouh, il doit y avoir peut-être un endroit par là où ça doit être assez incroyable, où si je suis du bon côté, ça tend vers 0, mais si je suis du mauvais côté, ça tend vers plus l'infini. C'est incroyable. Et bien c'est ce qu'on vous propose de faire dans la suite de l'exercice, qui devient très compliqué, avec cette histoire du petit delta. Donc on va zapper, mais que je vous laisse essayer de faire si vous voulez. C'est de trouver un peu le curseur là. C'est de se dire, tiens, mais il est où en fait? C'est partir de quelle valeur? Alors on peut regarder la calculatrice, c'est sympa de voir quand même ce qui se passe. Hein, c'est sympa de voir par exemple que quand on est à 0,3, voilà, que je mets là, si vous voulez, ben on est là. Sympa de voir que quand on remplace U0 par 0,5, ben on est là. Quand on remplace par 0,4, on est là. Et puis là, ça nous fait quand même beaucoup penser, un peu, parce que je fais un peu bêtement, mais au processus de dichotomie. Hein. Mais l'idée de la fin de l'exercice, compliqué, parce qu'il y a des notions d'existence, puis après voilà. Bon, c'est de trouver en fait une valeur delta, là, qui est un peu le seuil
Et le truc incroyable, c'est qu'à très peu de choses près, hein, vous allez voir, placé par 0,43, on est là, donc la suite tend vers 0, mais à 0,432, ah bah là, ça y est, ça tend vers plus l'infini. C'est incroyable. Parce qu'à 0,43, on voit, d'après les valeurs numériques qu'on obtient, qu'au bout d'un moment, on va avoir un terme qui est inférieur à 1. Et donc là, ça y est, c'est gagné, ça tend vers 0. Mais alors que là, quand on remplace par une autre valeur, et ben là, ça descend jamais en dessous de 1. Et puis il y a une valeur pour laquelle on l'a vu, hein, pour laquelle on a notre UM qui est supérieur à n plus 1. Donc là, ça y est, c'est gagné pour la divergence vers plus l'infini. C'est-à-dire c'est perdu. J'appelle perdu le fait que ça diverge, c'est quand même embêtant de diverger. Voilà, c'est un bel exercice, hein, un peu pris le temps, puis on l'a pas fini, mais parce que sinon c'est trop long, ça devient trop compliqué. Mais pour vous, voilà, vous faire travailler sur une suite qui n'a l'air de rien, mais qui en fait est bien compliquée, bien intéressante, bien mystérieuse, qu'on a envie d'aller prolonger un petit peu, dont on a envie d'aller prolonger la compréhension. Il y aurait d'autres choses à faire dessus, hein, mais je vous dis, voilà, un petit peu difficile. Donc c'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de jolis raisonnements, beaucoup de recherches de ce qu'on pouvait faire à partir d'un énoncé très guidé. Voilà, et puis une suite très sympathique. Voilà.